À une époque où les entreprises ont de plus en plus d'emprise sur les salariés, à une époque où la loyauté envers son manager et son entreprise est gage de promotion interne, peut-on réellement se dresser face aux entreprises? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec notre invité Thibaut Brière, auteur du livre Toxic Management sorti en 2021 aux éditions Robert Laffont. Bonjour Thibaut Brière. Bonjour Denis. Je propose de débuter cet épisode par une définition de ce qu'est un lanceur d'alerte en entreprise. Selon l'administration française, et là je cite, ouvrez les guillemets, un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Fin de la citation. Donc si je comprends bien, lancer une alerte, c'est au final dire les choses. Mais dans une relation de subordination avec son employeur, dans une situation où la loyauté envers son manager facilite la promotion interne, peut-on vraiment dire les choses à l'entreprise ? Oui Denis, je crois non seulement qu'on le peut, mais qu'on le doit, et que la loyauté, tu as dit qu'elle facilitait la promotion interne, mais je crois que c'est au nom même de la loyauté que l'on doit à son employeur, qu'on lui doit, de lui dire les choses. Naturellement, il faut dire les choses avec la manière. Il faut choisir le bon mode d'expression, le bon moment, et soit plutôt par email, soit plutôt par oral. Alors d'habitude, naturellement, on commence par dire les choses par oral, et puis vient un moment, lorsqu'on sent que l'on n'est pas entendu, où il faut les coucher par écrit. En tout cas, je vais prendre un exemple me concernant. Typiquement, moi, dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, eh bien, officiellement, les salariés étaient incités à critiquer en interne parce que la critique était conçue comme féconde. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut enseigner aux salariés ce qu'ils peuvent s'autoriser à dire, fût-ce par écrit, ou à ne pas dire dans leur entreprise, et donc à leur employeur. Par exemple, moi, à l'expérience, j'ai appris qu'il y avait en fait critique et critique. Et qu'il y avait certaines critiques que je pouvais dire ouvertement à tout le monde, et en fait qu'il y avait certaines critiques portant davantage sur le système, sur l'organisation, qu'il fallait que je réserve aux seuls membres du directoire. Et donc ça, c'est la pratique qui va apprendre aux salariés ce qu'ils peuvent s'autoriser à dire ouvertement ou ce qu'ils doivent dire de manière, on va dire, plus discrète, plus confidentielle ou à certaines personnes seulement. Moi, par exemple, eh bien, j'ai rapidement appris qu'il y avait certaines critiques qu'il fallait que je ne formule que au conditionnel, en prenant le détour de certains auteurs, par exemple, en disant oui, eh bien, du point de vue de tel sociologue du travail, voilà ce que lui dirait comme critique de votre organisation. Et donc, je ne formulais certaines critiques que à mots couverts. En tout cas, voilà ce qui est sûr. Moi, ce que je voulais dire, Denis, c'est qu'il y a certaines choses qui, de toute manière, doivent être dites, en particulier lorsqu'il s'agit de délits ou lorsque la santé de personnes est en jeu. Oui, et puis en plus, pour le rappeler, c'est que la loyauté, elle est pas véritablement envers une personne, mais plutôt envers une entreprise. C'est ça. Là où les personnes passent, l'entreprise, elle reste. Exactement. Mais lancer une entreprise, c'est lancer une alerte, pardon, c'est prendre un risque. Lancer une entreprise aussi. Ainsi comme je vais donner l'exemple que partage le magazine Santé et Travail. En 2022, il y a eu 3 spécialistes des risques psychosociaux qui ont été licenciés pour faute grave par la SNCF, après avoir alerté le PDG de l'entreprise de situations sociales potentiellement dangereuses. Quelle est la législation en France concernant les lanceurs d'alerte et est-ce qu'elle protège vraiment ces lanceurs d'alerte ? Alors, la loi est claire à ce sujet, Denis. Peut bénéficier du statut de lanceur d'alerte toute personne qui signale des faits dont elle a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont susceptibles de constituer un délit. C'est-à-dire que même s'il ne s'agit pas, finalement, même si le juge finalement dit qu'il ne s'agit pas de délit, il suffit qu'il y ait des raisons probantes de penser que tel ou tel indice, tel ou tel faisceau d'indices semble indiquer qu'il y aurait un délit. La fonction du lanceur d'alerte, c'est d'alerter. Ce n'est pas de dire le droit.
il ne se prononce pas sur la légalité de ce qu'il dénonce ou de ce qu'il signale. Entre donc dans le cadre de ce qu'il peut signaler, de ce qu'un lanceur d'alerte peut signaler, non seulement les atteintes aux règles en matière, par exemple, de passation de marchés publics, mais aussi l'abus de biens sociaux, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, les atteintes à l'environnement, les atteintes naturellement à la vie privée, avec toutes les atteintes au RGPD, le manque donc de protection des données personnelles, mais aussi, et ça c'est nouveau depuis début septembre 2022, mais aussi rentre dans le cadre des alertes qu'il est possible de lancer, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou les discriminations. En fait, tout fait susceptible de constituer un délit peut être dénoncé, mais aussi, et ça c'est un point je pense important à noter, tous les faits qui sont susceptibles de se produire, même quand quelque chose ne s'est pas encore produit, en amont même de la survenue d'un délit ou d'un événement dommageable, eh bien on peut le signaler. Ainsi, par exemple, si on a des raisons probantes de penser que telle pratique managériale altère la santé physique ou psychique des personnes, eh bien, ça peut être constitutif d'un harcèlement moral. Voilà. Et puis, s'agissant des faits, eh bien, le lanceur d'alerte peut signaler des faits dont il a eu personnellement connaissance du fait de son métier, mais il peut aussi en avoir été soit victime, soit même simplement témoin. Il suffit d'être témoin d'événements pour pouvoir se constituer en lanceur d'alerte, Denis. Et ces faits peuvent même, d'ailleurs, oui, je suis en train de penser, même lui avoir été simplement rapportés par un tiers. D'accord. Et comment une entreprise peut-elle faire pour s'assurer que les salariés puissent lancer des alertes dans des bonnes conditions ? Eh bien, en mettant en place un dispositif adéquat. Le point, il y a un point qui est nouveau depuis début septembre 2022. Je le disais, c'est que le lanceur d'alerte, il peut effectuer son signalement soit en interne. Et donc là, l'entreprise doit mettre en place justement un dispositif de lanceur d'alerte. Elle doit nommer un référent lanceur d'alerte. Mais il peut aussi, le lanceur d'alerte, depuis début septembre 2022, lancer directement son alerte auprès d'une instance extérieure. La loi précise que le lanceur d'alerte peut effectuer un signalement en interne s'il estime qu'il est possible de remédier efficacement à la violation de la loi par cette voie interne et qu'il ne s'expose pas à un risque de représailles. De sorte que, pour une entreprise, il est important de sécuriser le parcours des lanceurs d'alerte en interne, de manière à ce que ceux-ci préfèrent signaler d'abord les faits en interne avant qu'une enquête ne soit confiée aux autorités judiciaires ou administratives qui alors s'immisceraient dans les affaires de l'entreprise. Donc l'entreprise a tout intérêt à faciliter en interne le parcours des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, concrètement, toute entreprise de plus de 50 salariés est tenue de mettre en place un dispositif d'alerte interne. Alors, par exemple, dans ce dispositif d'alerte, si je voulais juste détailler, Denis, il y aurait 3-4 choses à mettre dedans, qu'une entreprise doit mettre dedans. Par exemple, elle doit mentionner les canaux pour effectuer l'alerte. Quels sont les canaux indiqués? Est-ce que c'est par email? Et ça peut être une adresse électronique dédiée, ça peut être via un logiciel de gestion, voire pour certaines grandes entreprises via une plateforme dédiée. Ensuite, le processus, le dispositif de lancement d'alerte doit mentionner les conditions de transmission par l'auteur du signalement, des informations et les documents produits à l'appui du signalement, c'est-à-dire quel type de pièces jointes, il doit joindre à l'appui de son signalement, les délais également d'examen de la recevabilité de son signalement, et puis naturellement, et c'est le plus important, les mesures garantissant l'anonymat du lanceur d'alerte, de manière à ce qu'il ne fasse pas l'objet de représailles en interne. Alors, comme on a dit, c'est que lancer une alerte, c'est dire les choses, mais dire les choses, au final, c'est que la première étape. Et c'est d'ailleurs peut-être la plus simple, parce que la suite semble être un véritable chemin de croix. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Nicolas Forissier, qui est un ancien employé du BS France, qui avait alerté sur les pratiques frauduleuses de son employeur. C'est un chemin de croix, car en plus des menaces, il faut faire face à des procès en diffamation, et donc faire face à des frais d'avocat. Donc ma question, au final, c'est lancer une alerte, n'est-ce pas réservé uniquement à celles et ceux qui peuvent se le permettre financièrement?
Alors pour une part, oui, naturellement, Denis, naturellement, mais en même temps, dans toute position inconfortable à laquelle la vie nous confronte, eh bien, ça demande des sacrifices. Il faut savoir, je dirais, ce qu'on veut. On n'a rien sans rien. Nous connaissons tous la formule de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, je crois que pour les lanceurs d'alerte, de fait, ça coûte sans doute de lancer une alerte, mais quelle fierté! Quelle fierté et surtout quel sentiment d'accomplir son devoir que de signaler, que de servir la vérité. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui, je crois, anime beaucoup de lanceurs d'alerte. Il faut s'organiser, parfois, si on n'a pas les moyens financiers, effectivement, de lancer une alerte. Dans ce cas-là, il faut s'organiser à plusieurs. On peut se cotiser, lancer une cagnotte en ligne, se rapprocher éventuellement de la maison des lanceurs d'alerte, etc. En tout cas, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et si on est déterminé à faire éclater la vérité, on y arrive souvent, en faisant preuve de ruse, de patience, de rigueur. On peut, il ne faut pas le négliger non plus, faire fuiter des informations à des journalistes, si on souhaite se protéger. Bref, ce n'est certainement pas, en tout cas parce que c'est risqué, qu'il faut ne rien faire. Oui. D'ailleurs, vous abordez le sujet des journalistes, parce qu'on a beaucoup évoqué le fait de lancer une alerte en interne, par le biais, par exemple, d'un ou d'une salariée, mais ça peut aussi être fait par le biais d'un journaliste, de chercheurs, d'enquêteurs de justice, etc., qui peuvent révéler donc les faces cachées des entreprises. Est-ce que les conséquences des alertes portées par des personnes qui sont extérieures à l'entreprise sont alors les mêmes? Alors non, elles ne sont naturellement pas les mêmes, mais tu viens, Denis, d'utiliser une expression, la face cachée des entreprises, qui mérite, je crois, qu'on s'y attarde, parce que je crois vraiment, et c'est un appel quasiment que je voudrais lancer, je crois vraiment qu'il faut encourager toutes les initiatives permettant que la vérité soit faite sur les pratiques managériales, les pratiques fiscales et commerciales des entreprises, pour qu'elles soient toujours incitées à se remettre en question ces entreprises. C'est un service qu'on leur rend en les aidant à dévoiler justement cette face cachée. On les incite à innover, à se doter de nouvelles manières de faire, plus cohérentes, je crois, avec les exigences modernes d'une vie démocratique. Et tendre à établir la vérité sur leur fonctionnement, leur finalité, ne peut que les aider à élever leur standard qualité, comme on dit. On ne peut pas en même temps, d'un côté, proclamer les vertus de l'open society, de la transparence, de l'ouverture à la critique, etc. Et d'un autre côté, accepter que des grandes organisations influentes demeurent des boîtes noires, à l'abri de leurs frontières, comme d'anachroniques bastions d'opacité, dans un monde de transparence. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'un journaliste, oui, il est davantage protégé de par son métier, lorsque c'est lui qui lance une alerte, lorsque, au terme d'investigation, eh bien, il révèle des choses sur les entreprises. Ça, c'est certain, Denis. Mais je ne connais... Et étonnamment, par ailleurs, tu citais l'exemple des enseignants-chercheurs. Moi, je ne connais pas d'enseignant-chercheur qui ait lancé une alerte sur un élément qu'il aurait découvert lors de ses investigations. Et ça, je crois que c'est un grand manque, puisqu'il n'y a pas 15 manières de faire la vérité sur une organisation. Il y a certes les salariés en interne, mais lorsque c'est le salarié qui va dévoiler quelque chose sur son organisation, on va l'accuser d'être jugé parti. On va dire que c'est parce que c'est un salarié aigri, et donc on va prendre son témoignage avec des pincettes. Et si c'est un salarié, un ancien salarié, eh bien on lui dira la même chose. On dira oui, mais c'est justement parce qu'il a quitté l'entreprise et donc il a la dent dure envers son ancien employeur. Et donc, il faut des personnes les plus indépendantes. Un journaliste est censé être quelqu'un d'indépendant à cet égard, mais un enseignant-chercheur pourrait tout aussi bien le faire. Mais force est de constater que les enseignants-chercheurs le font très peu. Et vous parlez de transparence tout à l'heure. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu devenu à la mode et qu'on voit souvent ressortir sur les sites internet, sur les plaquettes de présentation, on va dire, pour définir un petit peu la culture de l'entreprise. Mais au-delà de l'effet de communication, il s'avère que c'est souvent difficile, comme vous venez de l'évoquer, de comprendre le fonctionnement réel des entreprises. Comment alors réussir à appliquer cette transparence? Et aussi, autre question, jusqu'où peut aller cette transparence? Oui, c'est pas simple. C'est pas simple, naturellement, d'établir la juste limite. Mais vous avez raison, Denis, de dire que il est difficile d'avoir accès, de comprendre le fonctionnement réel des grandes entreprises. C'est un Suédois qui s'appelle Evert Gumson, qui a établi dès 1991,
en prenant la métaphore de l'iceberg, eh bien, il a dit, enfin, il a établi au terme de ses recherches que on ne connaît que 10 à 15% d'une organisation. Il y a que 10 à 15% d'une organisation qui sont visibles. Donc, il n'y a pas que le marché de l'emploi, si je puis dire, dont l'essentiel demeure caché. Et moi, pour ma part, je ne vois pas en quoi telle manière de former le personnel, de pratiquer la relation client, ou de réagir à des événements de marché, ou encore telle orientation managériale, puisée chez tel auteur éventuellement, mérite de demeurer secrète. Donc tout ça, moi je crois que ça devrait mériter d'être mis en transparence. Vous voyez, donc la manière de former le personnel, le type de management que l'on demande d'être appliqué par les managers, tout ça, ça devrait être transparent, ça devrait pouvoir être débattu publiquement. Les professeurs en sciences de gestion, les chercheurs, il devrait y avoir des colloques autour de ces sujets. Tiens, chez France Télécom, voilà ce qu'on demande aux managers de faire. Ah tiens, chez Engie, voilà plutôt ce qu'on leur demande de faire, confronté à tel type de situation. En termes de gestion des conflits, vous voyez, de manière à ce qu'on puisse comparer la manière de gérer les conflits chez telle ou telle entreprise. Tout ça, ça devrait être public et débattu. Et pour aller vers une plus grande transparence des entreprises, je crois qu'il faut leur imposer par la loi des choses puisqu'elles n'y vont manifestement pas d'elles-mêmes. Et à ce titre, il faudrait, j'en suis convaincu, commencer par revenir sur la loi dite sur le secret des affaires, qui, en 2018, a étendu indûment le champ de ce qu'on ne peut pas connaître des entreprises. Je crois que ce sont les seuls secrets industriels et commerciaux qu'il faut légitimement protéger. Mais la préservation de zones de confidentialité concernant des négociations en cours ou des procédés de fabrication ne saurait justifier de chercher à empêcher par la loi la divulgation de pratiques contestables qui sont socialement répréhensibles. Et donc c'est tout qui doit être découvert d'une entreprise, à la fois ce qu'elle fait de bien, mais aussi ce qu'elle fait de moins bien. Qu'est-ce que justement la transparence du fonctionnement des entreprises, notamment des grandes entreprises, pourrait apporter à nos sociétés ? Alors, deux choses qui me paraissent immenses. La première, c'est une vie politique plus saine, moins corrompue. Ça va pas de soi, parce que là, on parle de transparence des entreprises, mais je crois que justement, la transparence de la vie politique, en particulier française, est directement liée au degré de transparence de la vie économique. Je m'explique. Dans la mesure où la plupart des hommes politiques aujourd'hui mis en cause, ils le sont généralement en raison de leur lien avec des entreprises. Ils sont accusés de lobbying, d'affairisme, de corruption, etc. Et bien du coup, la moralisation de la vie politique ne peut que s'accompagner d'une protection accrue de l'effort de mise à jour de la réalité du fonctionnement des grandes entreprises, de leurs pratiques commerciales, de leurs méthodes managériales notamment. Il y a, je crois, un intérêt public direct à renforcer l'exigence de transparence à l'égard des entreprises, et en plus cela de manière croissante avec leur taille, ou plus exactement de manière croissante avec la responsabilité publique grandissante que leur impose leur impact social et environnemental, qui est grandissant, comme on le sait. Donc les entreprises, plus elles sont grandes, plus elles sont gigantesques parfois, elles exercent même parfois un rôle de facto politique, et bien du coup, elles ne sauraient être, ces grandes entreprises, exonérées d'un niveau de transparence non seulement comparable, mais directement lié à celui qui est imposé à la classe politique. Donc ça, c'est le premier aspect, je dirais, de réponse à la question. Plus de transparence dans nos entreprises permettrait une vie politique plus saine, moins corrompue. Et deuxième aspect, surtout, je crois que toute la vie sociale s'en trouverait vivement améliorée si le grand public était davantage informé des pratiques réelles des entreprises, s'il connaissait la boutique, mais aussi l'arrière-boutique, de manière à lui permettre d'apporter un jugement équilibré sur ces organisations économiques qui exercent, je le disais, de facto de plus en plus un rôle politique. Je ne vois en tout cas aucune raison à ce que le grand public ne puisse pas connaître la réalité des entreprises, le blanc et le noir, leurs atouts, mais aussi leurs insuffisances. Et là, je prends un exemple concret que beaucoup de gens connaissent. On sait, par exemple, combien la simple diffusion d'images de maltraitance animale dans les abattoirs favorise autrement mieux le respect du droit que ne le permettent manifestement
les faibles capacités de contrôle des autorités publiques. Et donc là, ce coup de projecteur qui est fait par exemple sur ce qui se passe dans les abattoirs, tout à coup, ça suscite une prise de conscience qui est importante. Et c'est pour moi du coup une question d'intérêt général. Combien de burn-out, par exemple, pourraient être évités si les cadres avaient le courage de raconter, documents à l'appui, quelle méthode de management on leur demande de mettre en œuvre? Combien de problèmes de santé publique seraient évités si, par exemple, les acteurs de la chaîne de production d'un médicament, je pense au Mediator, évidemment, sortant de la complicité, disaient ce qu'ils savent? Comment ça se fait qu'il y a autant de complices, entre guillemets, en interne, de bien des travers, on va dire, des entreprises, et que tous ces gens-là ne parlent pas? Pour moi, c'est un véritable problème. Ils devraient s'autoriser justement à dire les choses. À mon sens, et c'est ce que je veux dire, une plus grande visibilité des citoyens sur les pratiques des entreprises aurait des conséquences incalculables. Non seulement une réduction du nombre de burn-out, une réduction du nombre d'arnaques commerciales, parce que si les salariés qui sont chargés de les mettre en œuvre en parlaient, eh bien très vite ce serait public et il y en aurait moins. Il y aurait également des produits alimentaires de meilleure qualité, le grand public serait davantage au courant de ce qui est mis en œuvre pour altérer la qualité de certains produits alimentaires. Les produits pharmaceutiques également seraient moins dangereux, puisque le grand public serait, lui, là encore, au courant. Et donc, voilà, à terme, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité. Merci Thibaut. Merci Denis. C'est sur ces mots que se termine cet épisode de 0, consacré aux lanceurs d'alerte en entreprise. J'en profite pour vous inviter à lire Toxic Management de Thibaut Brière, sorti en 2021 aux éditions Robert Laffont. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre sur 0,.org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.